Responsables de l'ONU, mais également ouest-africains de l'Union africaine ont rencontré à Bamako Mamoudou Dicko, l'un des organisateurs d'une importante manifestation ayant réclamé la démission du président Ibeka. Environ 200 personnes ont manifesté dans le bidonville de Matare à Nairobi pour protester contre les violences policières dans un pays où elles ont déjà coûté la vie à 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu. Radicales se rassemblent devant l'ambassade des États-Unis en Pretoria. Les manifestants protestent contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Environ 200 personnes ont manifesté dans le bidonville de Matare à Nairobi pour protester contre les violences policières dans un pays où elles ont déjà, ces violences, fait 15 morts et plusieurs autres personnes blessées dans le cadre de l'instauration d'un couvre-feu destiné à enrayer la propagation du Covid-19. Reportage. Cette foule était surtout composée de jeunes et de mères portant des pancartes au nom de leurs amis, voisins ou fils tués ces dernières années dans des opérations de la police. La police kenyane a été impliquée dans la mort de 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars selon l'autorité indépendante de contrôle de la police qui a reçu 87 plaintes. Les plaintes concernent des morts, des tirs, du harcèlement, des vols, des traitements inhumains et des agressions sexuelles, a précisé l'autorité. Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier ces derniers jours pour protester contre le racisme et les violences policières après la mort, le 25 mai aux États-Unis de George Floyd, un homme noir de 46 ans lors de son interpellation par un policier blanc. Aucune manifestation véritablement d'ampleur n'a eu lieu au Kenya. Cependant, sur les réseaux sociaux, des activistes kenyans ont établi un lien entre cet événement et le fléau des violences policières souvent impunies. La police kenyane est régulièrement accusée par les groupes de défense des droits humains d'utilisation excessive de la force et d'exécution extrajudiciaire, en particulier dans les quartiers pauvres. En avril, Human Rights Watch avait accusé la police d'imposer le couvre-feu de manière chaotique et violente depuis le début, parfois en fouettant, en battant ou en utilisant des gaz lacrymogènes pour forcer les gens à quitter les rues. Des responsables de l'ONU, également des responsables ouest-africains de l'Union africaine ont rencontré à Bamako un influent imam malien Mamoudou Dicko, l'un des organisateurs d'une importante manifestation ayant réclamé la démission du chef de l'État. C'est ce qu'a indiqué lundi la coalition que co-dirige le chef religieux. Éminente figure religieuse et tenant d'un islamiste rigoriste, Mahmoud Dicko est un des principaux responsables de cette coalition. Autrefois proche du président Keïta, cet imam récemment entré en politique est devenu un critique virulent du pouvoir. Une délégation de la communauté internationale a rencontré l'imam Dicko dimanche en présence de représentants de la coalition, a indiqué celle-ci dans un communiqué précisant qu'étaient présents des responsables de la mission de l'ONU au Mali, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. La communauté internationale voulait avoir des informations relatives à notre objectif et puis jouer à la médiation, a précisé une source proche de la coalition. Cette réunion fait partie des rencontres régulières de la MISMA dans le cadre des bons offices, a déclaré le porte-parole de la mission onusienne, Olivier Salgado. Le chef de la MINUSMA, Mahmoud Saleh Nadif, avec des représentants d'organisations régionales, a rencontré certains organisateurs de la manifestation, mais aussi des représentants des autorités nationales pour trouver le moyen de renouer le dialogue, a poursuivi Salgado. Au lendemain de cette réunion, la coalition anti-pouvoir a néanmoins réitéré lundi son appel à la démission du président malien. Réunis au sein de la plateforme Nous le Peuple, des partisans du président Keïta, hommes politiques, partis et associations, vont de leur côté organiser vendredi un meeting pour soutenir le président démocratiquement élu et les institutions, a déclaré le porte-parole de l'organisation.
En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a rejeté ce lundi l'idée de former un gouvernement de transition à l'expiration en octobre de son mandat. Il a balayé ainsi du revers de la main une succession à lui faite par l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle. Les Éthiopiens devaient se rendre aux urnes en août pour des élections nationales. Mais la commission électorale a annoncé fin mars que l'épidémie de coronavirus rendait impossible l'organisation du scrutin à temps. Tandis que le gouvernement a évoqué un possible délai de quelques mois avant les élections, la commission électorale avait déclaré qu'au moins 10 mois seraient nécessaires pour les préparer. Les élections ne pourront donc pas se tenir avant la fin du mandat des députés qui expire début octobre, débouchant sur une situation délicate pour laquelle la Constitution n'offre pas clairement de marche à suivre. Face à cette incertitude, l'opposition qui dit craindre une crise constitutionnelle a proposé l'idée de former un gouvernement de transition à l'expiration en octobre du mandat des députés. Une idée rejetée ce lundi par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a jugé sa mise en œuvre anticonstitutionnelle. L'opposition qui accuse le Premier ministre de profiter de la pandémie de coronavirus pour rester au pouvoir demande également à être plus impliquée dans la recherche d'une issue, estimant qu'une consultation du Parlement est insuffisante, la majorité des députés soutenant le parti au pouvoir. De son côté, Abiy Ahmed accuse l'opposition de chercher à exploiter l'incertitude créée par la pandémie afin de réclamer plus de pouvoir. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense refuse d'être traité de dealer. Ahmed Bakayoko a annoncé ce lundi qu'il va porter plainte contre les auteurs d'une série d'articles l'impliquant dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Le site Vice, qui compte plusieurs éditions en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Belgique, a publié ces derniers jours une série de 3 articles sur 5 prévus intitulée « Comment votre conso de coke fout la merde en Afrique de l'Ouest ». Dans cette série d'articles, les auteurs accusent le ministre ivoirien de la Défense d'être un grand trafiquant de cocaïne. Mais dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Ahmed Bakayoko, également Premier ministre ivoirien par intérim, a affirmé que la prétendue enquête des 2 journalistes va à l'encontre de ses principes de vie. Au regard de ces insinuations extrêmement graves et diffamatoires qui sont, selon lui, de nature à jeter le discrédit sur son pays, il a décidé de porter plainte. Ahmed Bakayoko ne précise toutefois pas qu'il compte porter plainte en Côte d'Ivoire, en Europe ou aux États-Unis, ni devant quelle juridiction. Dans mes charges de ministre de la Sécurité en Côte d'Ivoire, pendant plus de 7 ans et celle actuelle de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement reconnus. Ces actions se sont soldées par de nombreuses arrestations, saisies et démantèlement de réseaux mafieux, écrit Ahmed Bakayoko, dit Ambak. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, ma réputation est faite. Elle est pure et sans tache, n'en déplaise aux aigris et aux conspirateurs, conclut le Premier ministre ivoirien par intérim. Joint sur la messagerie Twitter, un des acteurs de l'article de Vice n'a pas voulu réagir auprès de l'AFP, expliquant qu'en raison de la plainte, ce seraient désormais les avocats qui en parleraient. Au Soudan du Sud, un homme d'affaires et un officier à la retraite ont annoncé la création d'un groupe rebelle, une information à laquelle le gouvernement officiel n'a pas encore réagi. Kerbino Wall, un ancien officier de renseignement sud-soudanais, a annoncé le lancement d'un nouveau groupe rebelle. Homme d'affaires sud-soudanais, il a déclaré avoir l'intention de renverser ce qu'il appelle la direction corrompue dans le pays. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore réagi à cette annonce. Kerbino Wall a appelé son groupe le mouvement du 7 octobre, une référence au jour d'une émeute dans la prison où il a été détenu sans procès pendant 2 ans. Wall avait en effet été arrêté le 27 avril 2018 sans inculpation et incarcéré à la Maison Bleue à Juba. Après l'émeute du 7 octobre 2018, il avait été condamné à 10 ans de prison
pour avoir participé à l'insurrection organisée par les détenus du centre de détention. Le président Salva Kiir l'a cependant gracié et il a été libéré le 3 janvier dernier dans le cadre de l'engagement du gouvernement à créer un environnement propice à la mise en œuvre de la paix. Pour rappel, malgré la formation d'un gouvernement d'unité après près de 6 ans de guerre civile, le Soudan du Sud reste fragile. Les rivalités politiques n'ont pas été résolues et les affrontements ethniques ont augmenté. En Afrique du Sud, plus d'une centaine de partisans de la gauche radicale se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria. Les manifestants ont protesté contre le racisme, les violences policières et également contre le président américain Donald Trump. Devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria, plus d'une centaine de partisans du Parti des combattants de la liberté économique ont protesté contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. À bas le racisme, à bas l'impérialisme, à bas Donald Trump ont crié devant l'ambassade des manifestants amenés par le commandant en chef du parti, Julius Malema. Ce rassemblement était le plus important organisé en Afrique du Sud, en miroir du mouvement planétaire de protestation né après la mort de George Floyd, ce noir américain mort étouffé sous le genou d'un policier blanc lors d'une interpellation. Les partisans de Malema ont rendu hommage à la victime en observant un genou à terre, 8 minutes 46 secondes de silence, le temps de l'immobilisation qui a abouti à sa mort. Il y en a assez de la brutalité policière sur nos corps noirs, a lancé Malema à la foule, flanqué de l'épouse d'un homme récemment tué par l'armée sud-africaine chargée de faire respecter le confinement contre le Covid-19. Le dirigeant politique a également étrillé Donald Trump, qualifié de suprémaciste blanc, et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir allégé le confinement contre le coronavirus pour satisfaire l'économie blanche du pays. Il ne faut pas écouter le président, a-t-il lancé. Le Parti des combattants à la rhétorique anticapitaliste et volontiers anti-blanc a rassemblé 11% des voix lors des élections générales de 2019, en nette hausse par rapport au scrutin précédent. Un quart de siècle après la chute de l'apartheid, l'Afrique du Sud reste déchirée par de vives inégalités raciales. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Fin des programmes de SICA. À très bientôt.